Bonjour tout le monde et bienvenue à Conversation sur l'arthrite, de bonnes idées pour bien manger. Mon nom est François Bernard, je serai votre modérateur pour cette édition du webinaire. Je suis spécialiste aux communications auprès de la Société de l'arthrite. Manger est bien entendu un besoin de base essentiel à notre survie, mais manger joue un rôle important dans l'amélioration de la santé et encore plus pour les personnes atteintes d'arthrite. Malgré notre meilleure connaissance de l'importance de la nutrition pour la gestion de l'arthrite, il y a encore des zones d'ombre et nous avons aussi besoin parfois de revoir les notions de base. C'est donc pour ces raisons que nous avons invité Kim Airy, une diététicienne et nutritionniste agréée, diplômée de l'Université McGill, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et des diététistes du Canada. Kim dirige une clinique de consultation en nutrition à Montréal, où elle aide les personnes aux prises avec des problèmes de santé chronique, comme l'arthrite, depuis 30 ans. Kim est également co-auteur du livre Arthrite, le guide complet, comprendre la maladie, apaiser la douleur et réduire l'inflammation, avec le docteur Michael Starr. À la suite de sa présentation, Kim Airy répondra à vos questions. Donc, je vous rappelle que la conférence est enregistrée et que tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours par courriel. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Prochaine diapo. Si vous éprouvez des difficultés techniques, envoyez un courriel à info@commercialarthrite.ca. Pour adresser une question à notre invité, cliquez sur « Poser une question » qui apparaîtra au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre de clavardage aussi au bas de l'écran pour échanger avec les autres participants et avec la modératrice de la Société de l'arthrite qui ce soir sera Diane. Pour quitter la boîte des questions ou du clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de votre fenêtre. Prochaine diapo. Premièrement, permettez-moi de prendre un moment pour remercier les principaux partenaires de notre événement ce soir, qui sont Pfizer, Novartis et Bristol Myers Squibb. Prochaine diapo. Alors, débutons cette conversation sur l'arthrite, de bonnes idées pour bien manger. Merci, Kim, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Prochaine diapo. Pour commencer la soirée, je vous pose tout de go une première question, Kim. Pouvez nous rappeler pourquoi il est si important pour une personne atteinte d'arthrite d'avoir une diète équilibrée? François, c'est vraiment le fun de maintenant être capable de vous répondre que oui, c'est vrai là, que c'est important parce qu'avant, on espérait que c'était vrai, mais on n'avait pas vraiment beaucoup d'études pour nous dire que oui, ça l'est. Mais finalement, on commence à en avoir de plus en plus d'études qui démontrent que les personnes atteintes d'arthrite, bien manger peut diminuer le niveau d'inflammation. Donc, les marqueurs d'inflammation comme la protéine C-réactive, les interleukines, ça peut tout diminuer par qu'est-ce qu'on mange. Aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est que souvent, les complications ou les comorbidités de l'arthrite, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, tout ça, ça peut prévenir par une bonne alimentation. Donc, tout ce qui est important pour une personne d'arthrite, d'être capable de vivre la vie qu'il veut vivre, c'est vraiment de bien manger, c'est la base. Prochaine diapo. Donc, souvent, les questions qu'on a sur ça c'est beaucoup d'informations, mais que finalement, on peut vraiment répondre avec trois vraiment cibles. Donc, la première cible, ce sont les choses très simples qu'on peut faire pour vous aider à mieux gérer votre arthrite. Parce que c'est toujours mieux quand c'est simple. Je vois souvent des clients qui suivent des programmes tellement compliqués que ça leur donne de l'anxiété et beaucoup de stress. Donc, c'est important aussi avoir un peu de plaisir avec notre nourriture. Donc, on va garder ça très simple. La deuxième chose aussi qu'on voit de plus en plus, on a de plus d'informations que bien gérer notre poids. Donc, de maintenir notre poids et peut-être perdre du poids, ça pourrait aussi aider les gens à diminuer leur taux d'inflammation.
Donc, on va parler de ça un petit peu ce soir. Et aussi, on va parler de c'est quoi le programme qu'on suggère pour tout le monde. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on suggère pour la plupart des gens avec l'arthrite? C'est une façon de manger qui va aider à diminuer le taux d'inflammation. Prochaine diapo. Alors, merci Kim. Merci Kim. Quelles sont alors les petites choses qu'on peut faire qui auront une grande différence au niveau de notre santé? La première chose que je demande tous mes clients de faire, et c'est parfois c'est la dernière que les gens essayent. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on voit le plus coté ou plus cité dans la littérature qui peut vous donner un bon impact pour diminuer l'inflammation et avoir des meilleurs résultats, sentir mieux, être plus en forme. C'est de manger du poisson. Comme j'ai dit tantôt, je vois souvent des gens qui arrivent dans mon bureau, ils suivent toutes sortes de programmes très compliqués, ils enlèvent ci, ils enlèvent ça, ils ont tout enlevé finalement. C'est des régimes qui causent beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress parce qu'ils sont difficiles à suivre, coupe les sorties, coupe ci, coupe ça. Mais ils n'ont jamais essayé d'ajouter le poisson au menu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça, c'est la chose qu'on sait manger des aliments riches en oméga-3, on sait que ça va diminuer l'inflammation. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose à faire, c'est commencer à manger plus de poisson. En 2017, on a eu une belle étude qui a démontré que les gens qui mangeaient du poisson 2 fois par semaine, leur taux de protéines C réactives était plus bas que les gens qui ne mangeaient pas du tout du poisson dans la semaine, mais que les gens qui mangeaient du poisson 4 fois et plus pendant la semaine, eux, il y avait le taux de protéines C réactives le plus faible de tout le monde. Donc, le plus qu'on mange du poisson, plus le taux de protéines C réactives va être faible, moins qu'on va faire de l'inflammation. Donc, quelque chose de très important. On sait aussi que les oméga-3, donc qui seront dans le poisson, et on pense que c'est l'ingrédient dans le poisson qui donne tous ces bénéfices. C'est relié à une diminution dans les maladies cardiovasculaires, la maladie Alzheimer, même la dépression. Donc, une bonne chose à faire. Donc, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, souvent, les gens me demandent quelle sorte de poisson. Donc, qu'est-ce qu'on suggère? C'est l'acronyme SMASH en anglais. S pour saumon, M pour maquereau. Après ça, A pour anchois, S pour sardine et H pour hareng. Puis, on peut ajouter un petit T pour la truite. Et ça, c'est les poissons gras. Donc, on n'a pas besoin de seulement manger du saumon. Il y a d'autres poissons gras. Et il y a beaucoup de façons de les apprêter. On peut, par contre, se fier aussi sur des études des années 80 qui ont été faites en Angleterre, qu'eux, ils voyaient que les gens qui mangeaient plus de poissons, peu importe le type de poisson, donc un poisson blanc comme le filet de sole ou autre, et n'importe de quelle façon c'était apprêté. Donc, ça pouvait être dans du fish and chip, n'importe quoi, donc pané, la friture, tout. Les gens qui mangeaient plus de poissons, leur taux de maladie cardiovasculaire était plus bas. Donc, on sait que tout ce qui sort, tout ce qui est poisson et fruits de mer va avoir un bienfait, et donc, on vous demande d'en manger plus souvent possible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour la première étape, c'est vraiment de trouver des recettes. Parce que moi, je sais, mon fils, il ne mange pas de poisson, il n'aime pas ça. Jusqu'à temps que j'ai trouvé une façon de l'apprêter qu'il aimait. Donc, si je fais une façon que je prends saumon fumé et je le mets avec des pâtes dans une petite sauce légère, à ce moment-là, il va bien manger ça, il va manger son poisson. Donc, je peux l'intégrer une fois par semaine, le poisson, comme ça. Une autre façon qu'il va manger le poisson,
c'est si je lui fais un sandwich au thon. Donc, 2 fois dans la semaine, on a 2 recettes différentes pour lui. Donc, c'est très simple. On commence avec souvent des choses très simples. Donc, j'ai des gens qui adorent j'ai une cliente que j'ai discuté avec aujourd'hui, puis elle m'a dit, j'aime ça le saumon fumé. Donc, je prends une tranche de saumon fumé le matin avec une tranche de fromage et ça, je sais, à tous les jours, j'ai un petit peu de saumon fumé. Donc, c'est vraiment facile d'intégrer. C'est juste de trouver celles qu'on aime et les ajouter dans notre régime alimentaire. N'oubliez pas, on peut même prendre du poisson pané. On peut paner notre poisson, on peut faire cuire au four ou dans une friteuse à l'air. Donc, ça aussi, ça va donner quelque chose un poisson très croustillant et qui ressemble beaucoup plus à un poisson qu'on a mis dans la vraie friteuse. Et comme ça, on va peut-être plus aimer. Donc, n'oubliez pas que c'est très facile. On commence simple, mais on mange plus de poisson. C'est la première chose à faire. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Perfect. Donc, go ahead. Allez-y. Allez-y. Donc, merci Kim. Donc, évidemment, avec le poisson, on pense oméga 3, vous l'avez mentionné. C'était d'ailleurs la question d'une personne avant le webinaire qui nous demandait quelle est réellement l'efficacité des oméga 3 et est-ce qu'il y a un dosage d'oméga 3 qui est recommandé? Est-ce que je peux dire? Donc, pour prendre les suppléments, malheureusement, il n'y a pas vraiment de dosage qui est recommandé. On a quelques études. J'en ai vu des études qui ont essayé des dosages de 3000 mg d'oméga 3 jusqu'à 5000 mg d'oméga 3. Toujours l'huile de poisson, parce qu'on aime bien avoir l'huile de poisson. Parce que ça, c'est plus efficace pour diminuer l'inflammation. Par contre, on a vu quelques études avec l'huile de krill. Donc, 300 mg d'huile de krill a diminué les symptômes de polyarthrite rhumatoïde jusqu'à 30 et 500 mg de l'huile de krill avait diminué les niveaux de protéines C réactives jusqu'à 30 Donc, c'est des super bels résultats. Importante, même avec le poisson, mais surtout avec les suppléments, c'est de toujours vérifier avec votre nutritionniste ou avec votre pharmacien pour être sûr que il n'y a pas de contre-indication de prendre un supplément à un dosage si élevé ou il n'y a pas de contre-indication avec d'autres médicaments. Soit un contre-indication avec un médicament ou avec une maladie que vous avez. Donc, de toujours vérifier à prendre des grands dosages. OK? Prochaine diapo. Si on utilise tout le temps, on regarde tout le temps pour les huiles de poisson, on a très peu de résultats avec les huiles, avec les oméga-3 végétaux. Donc, on sait que les oméga-3 qui viennent des plantes, donc comme des noix, des noix de Grenoble, contient de AHA et ça, malheureusement, ce n'est pas aussi efficace pour diminuer l'inflammation que le DHA qu'on trouve, puis les EPA qu'on trouve dans les huiles de poisson. Donc, toujours mieux de prendre de l'huile de poisson si possible et si vous prenez un supplément important, une huile de poisson. Si vous avez une allergie, c'est à ce moment-là qu'on peut aller plus vers les plantes. Prochaine diapo. Merci, Kim. Est-ce que pour une personne qui fait de l'arthrite rhumatoïde, est-ce qu'un régime riche en bons gras serait conseillé ou pas? Et oui, c'est toujours conseillé parce qu'une chose très, très, très importante, c'est le ratio entre les bons gras et les mauvais gras. Et malheureusement, dans le régime nord-américain typique,
on a beaucoup plus de gras oméga 6 versus le gras oméga 3. Et cette ratio-là est complètement à l'envers. Donc, présentement, le ratio, on estime, c'est entre 30 à 1 ou jusqu'à, ça peut être aussi bas que 16 à 1 de oméga 6 à oméga 3, mais c'est supposé être 1 à 1. Donc, c'est quand même, on a du chemin à faire. Donc, on a besoin de diminuer, oui, les huiles, les gras saturés, parce que les gras saturés qui viennent des produits animaux, ça, c'est associé avec une augmentation dans l'inflammation. Mais aussi, le mauvais ratio entre l'oméga 6 et l'oméga 3, ça aussi, c'est associé avec plus d'inflammation. Donc, pour diminuer les oméga 6, on a besoin de diminuer certaines huiles, comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs. Puis malheureusement, ça, c'est des huiles qui sont très prévalentes dans des aliments qui sont transformés. Donc, c'est vraiment important de regarder et essayer de trouver d'autres huiles comme qu'est-ce qu'on trouve dans les noix, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les olives, huile d'olive, huile de canola et qu'est-ce qu'on peut trouver dans les avocats ou l'huile d'avocat. Donc, oui, les bons gras sont très importants et c'est vraiment important d'avoir une bonne ration entre les oméga 6 et les oméga 3. Prochaine diapo. Donc, évidemment, en temps de pandémie, on bouge peut-être un peu moins, on a peut-être gagné quelques livres, ça se peut, c'est certainement mon cas. Comment le poids d'une personne peut affecter son arthrite et qu'est-ce qui a une incidence sur le poids? Donc, c'est vraiment intéressant pour le poids. Premièrement, je sais qu'on a, depuis des années, on a des études qui démontrent, et j'adore ça, faire ces calculs-là. Les clients viennent et me font le calcul. Bien, si je perds tant de livres, ça va enlever tant de livres de pression sur mes genoux. Oui, OK. Donc, on sait depuis des années, on dit pour les gens qui font de l'arthrite ou l'arthrose dans les hanches, dans les genoux, dans les pieds, que si on pèse moins, ça va diminuer la pression sur les articulations et en fait, ça va enlever la douleur. Donc, ça, de ce côté-là, il y a une section, oui, c'est important de maintenir et ou de perdre du poids. Mais on a réalisé à un moment donné que même les personnes qui faisaient de l'arthrite et l'arthrose dans leurs mains, en perdant du poids, elles avaient moins de douleur. Donc, on s'est dit, bien là, ce n'est pas parce qu'il y a moins de pression sur les articulations, parce que ce n'est pas des articulations qui portent beaucoup de poids. Donc, ça ne peut pas être ça, ça doit être d'autres choses. Et finalement, on a vu que oui, effectivement, que le tissu adipeux, malheureusement, ce n'est pas un tissu. Avant, on pensait que c'était juste là, c'était blanc, c'était juste là, ça prenait de la place, mais ça ne faisait rien. Mais là, on réalise que le tissu adipeux est très actif et il sécrète des chimiques, des adipokines, qui vont causer l'inflammation. Donc, ça va augmenter l'inflammation et donc, si on perd du poids et on sécrète moins de ces chimiques-là, on va avoir moins d'inflammation. Mais qu'est-ce qui est très important, c'est qu'on a besoin de perdre du gras. Donc, c'est très important. On ne veut pas juste perdre du poids parce qu'on a perdu la masse musculaire. On veut devenir plus maigre, pas nécessairement peser moins. Donc, on peut peser la même chose, mais faire beaucoup d'exercices pour augmenter notre masse musculaire et perdre un peu de tissu adipeux. Et ça aussi, ça va donner le même effet. Donc, ce n'est pas juste le chiffre sur la balance qui compte, c'est vraiment le pourcentage de gras, le pourcentage de tissu adipeux qui est important. Donc, il y a probablement aussi un double effet. Et ça, c'est l'effet que souvent, malheureusement, les gens qui ont pris du poids, c'est parce que certaines de leurs habitudes de vie sont moins, mettons, pas optimales.
Donc, souvent, quand on prend du poids, comme depuis la pandémie, on est souvent moins actif. Donc, ça peut contribuer à un gain de poids, mais faire moins d'activité physique, ça va augmenter l'inflammation aussi. Une autre chose, c'est que souvent, les gens qui prennent du poids, c'est parce qu'ils mangent plus ou ils mangent différemment. Donc, si on mange plus sucré ou on mange certains aliments, ça aussi, ça peut causer plus d'inflammation. Donc, ça peut être le double. On a pris du poids et les tissus adipeux sécrètent les chimiques qui augmentent l'inflammation, mais ça peut aussi, qu'est-ce qu'on mange ou les habitudes de vie qu'on a eues pour augmenter le poids, bien, ça aussi, ça contribue à augmenter notre taux d'inflammation. Prochaine diapo. Merci, Kim. Un des coupables, peut-être, qui pourrait être lié à peut-être des moins bonnes habitudes d'alimentation serait le sucre. Est-ce qu'on doit réduire notre consommation de sucre? Et si oui, pourquoi? Bien, oui, on suggère de diminuer la consommation de sucre. Dans le fond, c'est la deuxième chose que je demande à mes patients. Donc, normalement, la première chose, c'est augmenter le poisson. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on regarde pour le sucre. 2 raisons, même 3 raisons pour ça. Premièrement, c'est la première étape aussi, typiquement, pour aller vers une perte de poids. On sait que la consommation de beuvrage sucré tels que les boissons gazeuses ou les thés glacés, etc., ça, typiquement, c'est associé avec des gains de poids. Donc, la première chose qu'on cherche, on regarde pour les calories liquides qui viennent de liquide sucré ou le café. Oh, le café glacé qu'on prend en été. Oh, c'est sucré. Oh my, oui. J'avais une cliente qu'on a trouvé que c'est café extra large chez Tim, double. On trouvait qu'il y avait 500 calories par café. Donc, ça va rapidement pour prendre du poids. Donc, la première chose qu'on regarde, oui, c'est pour le sucre parce que ça augmente les calories, mais le sucre aussi augmente l'inflammation. Donc, c'est double effet. Donc, on essaie, oui, de diminuer le sucre pour perdre du poids, mais on essaie de diminuer le sucre pour aussi diminuer l'inflammation. La seule temps que je vous dis, ah oui, c'est peut-être une bonne idée de manger un peu de sucre, c'est quand vous mangez du sucre pour amener un aliment qui contient beaucoup de nutriments. L'exemple que je donne tout le temps, c'est l'avoine. Moi, je déteste pas mal l'avoine, griot, sur toutes ses formes. Juste à y penser, là, j'aime pas ça. Mais si je peux prendre un peu de sirop d'érable dans un peu de yogourt et je mélange ça avec un mélange de muslix, ça, je peux manger. Donc, ça vaut la peine de prendre un petit peu de sirop d'érable dans ce cas-là parce que ça m'amène quelque chose de très nutritif. Donc, ça vaut la peine. Mais juste pour manger une beigne parce que c'est bon, bien ça, on garde ça pour des occasions. Puis pas comme des occasions comme à tous les jours, mais des vraies occasions comme une fois par mois. Pas souvent. OK. Peut-être prochaine diapo, s'il vous plaît. Et la prochaine? La prochaine diapo? Donc, la prochaine chose que j'aimerais mentionner, parce que j'ai souvent des clients qui vont me dire « Ah oui, Kim, c'est super, je vais enlever le sucre et je vais prendre tout ce qui est substitut de sucre. » Peut-être que non. On a vu quelques études récemment qui suggèrent que c'est possible que manger beaucoup d'aliments qui contiennent des substituts de sucre. Ça peut être des aliments qui peuvent contribuer en fait à un gain de poids. On n'est pas trop sûr c'est quoi le mécanisme, mais on a vu une association. On n'a pas vu une association les gens qui mangent plus d'aliments avec des substituts de sucre. On n'a pas vu d'association avec une perte de poids, mais on a vu avec un gain de poids. Donc, on n'est pas trop sûr comment, mais on sait que ça peut arriver. Donc, c'est être méfiant de ces aliments-là.
L'autre chose aussi qui peut être importante à noter, c'est que les aliments ou les substituts de sucre, c'est associé avec un changement dans notre microbiote, le flore intestinale. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le microbiote intestinal? Déjà, chez des personnes atteintes d'une arthrite inflammatoire, c'est changé, c'est endommagé. Donc, on veut encourager un microbiote intestinal en santé pour diminuer l'inflammation. Donc, les succédénétiques ou les substituts de sucre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. La dernière raison aussi de ne pas prendre des substituts de sucre, et encore, ça revient à la dernière point que j'avais pour le sucre, c'est qu'on ne veut pas que vous remplissez votre corps avec des aliments qui ne contiennent pas beaucoup de valeurs nutritives. Donc, si vous voulez prendre un substitut de sucre autant que le sucre, il faudrait au moins que c'est un véhicule pour que vous mangez quelque chose qui vous donne une bonne valeur nutritive, qui contribue quelque chose de positif à votre régime alimentaire, à votre corps pour bien nourrir votre corps, et pas juste des colorants et du fun. Colorants et du fun pour des occasions spécialement, et comme j'ai dit, des occasions, c'est pas souvent. Prochaine diapo. Donc, la vie est courte, il faut manger un beigne, mais il faut le manger de temps en temps. C'est ça, il ne faut pas trop en abuser. C'est ça, exactement. Excellent. Évidemment, quand on parle de nutrition et de diète, il y a un paquet de modes, ça change à tous les 10 ans, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il semblerait que les jours qui courent, ce soit plutôt les questions des jeûnes, donc d'arrêter de manger pendant une certaine période, que ce soit des jeûnes partiels ou des jeûnes qui peuvent parfois durer quelques jours. Qu'en pensez-vous de ces jeûnes-là, Kim? Donc, il y a deux façons de regarder ça. Premièrement, on va regarder au niveau de la perte de poids. OK? Donc, comme on a vu que pour diminuer les symptômes d'arthrite, c'est important d'avoir votre meilleur poids, de peser votre meilleur poids, qui est le poids que vous pouvez peser quand vous avez les meilleures habitudes de vie que vous pouvez avoir. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de regarder pour certaines personnes, la meilleure méthode pour atteindre cette perte de poids, c'est des jeûnes intermittents ou qu'est-ce qu'on appelle timed eating, donc manger dans une période de temps fixe. Typiquement, on voit des gens qui mangent, mettons, tout le repas pendant 8 heures de la journée et ils vont faire un jeûne pendant le restant de la journée. Donc, c'est important, oui, de regarder ça. Si ça vous aide à perdre du poids, c'est peut-être une option. Si on regarde juste au niveau de l'inflammation, ça, je peux commencer à vous dire que premièrement, il y a un peu de littérature de recherche qui a été faite sur l'arthrite rhumatoïde, mais il n'y a pas beaucoup de recherches qui a été faites sur d'autres types d'arthrite. Donc, on a peut-être moins d'informations. On sait que manger moins de calories, en général, avoir moins de calories qu'on a besoin, c'est associé avec la longévité. Par contre, là, je trouve que c'est très important, il y a quand même des gens qui ont vu des effets néfastes. Donc, on ne peut pas dire que c'est la bonne chose pour tout le monde. On sait que manger trop et manger beaucoup trop, c'est pas bon, mais peut-être manger pas aussi, c'est pas bon aussi. On a besoin encore de recherche là-dessus. Pour diminuer l'inflammation, les études encore sont pas claires. Si on regarde, on a tendance à penser que si on fait un jeûne pour 3-4 jours, avec donc un régime réduit en calories. Je ne parle pas d'un jeûne total, mais mettons un tiers des calories. Vous avez un tiers des calories que vous avez besoin pour la journée à peu près. Pour 4 ou 5 jours dans un mois, peut-être, on voit que ça peut diminuer les marqueurs d'inflammation,
mais on n'est pas sûr c'est quoi l'effet à long terme. Donc, ça va durer pour un court terme, mais est-ce qu'on peut faire ça continuellement? On n'est pas sûr. L'effet sur faire un jeûne, les journées alternantes, ça aussi, on n'est pas sûr. Une étude qu'on a vue, c'était faite il y a 30 ans. C'est une des premières études que j'ai lues sur nutrition et arthrite et j'étais tellement contente d'avoir finalement quelque chose. Et c'était que les gens ont fait un jeûne pendant 7 jours à peu près et après ça, ils ont fait un régime végétarien pendant 3 ans de temps. Il y avait 15 personnes qui ont participé dans cette étude et sur ça, 5 personnes ont eu des bons résultats. Donc, qu'est-ce que je retiens de tout ça? C'est qu'il y avait quand même, sur 15 personnes, il y avait 10 personnes que ça n'a rien fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que oui, il y a certaines personnes qui vont bien répondre, mais il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas à ce genre de traitement. Donc, oui, on peut peut-être essayer si on est bien surveillé par notre médecin, notre nutritionniste, notre pharmacien. On a besoin de consulter ces gens-là avant de faire un jeûne, avant de changer trop ce qu'on mange pour s'assurer qu'on ne dérange pas nos médicaments, que ça ne dérangera pas autre chose, autre maladie, il n'y a pas d'autres contre-indications. Et il ne faut pas oublier que si on fait trop de jeûne, on peut perdre trop. Finalement, quand on voit, mettons, des gens qui font de l'anorexie, donc c'est des gens qui jeûnent beaucoup, ne sont pas en santé non plus. Donc, on a besoin de faire un peu la part des choses pour s'assurer qu'on reste en santé et pas trop sauter d'une place à l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux suggérer? Oui, effectivement, discuter avec votre médecin, votre nutritionniste et continuer à regarder la littérature. On va avoir plus de nouvelles là-dessus bientôt, mais ça peut être peut-être une possibilité de diminuer un petit peu, de faire un petit peu peut-être plus de time eating, donc de manger à des heures plus régulières et peut-être arrêter de manger plus tôt dans la journée. Ça va peut-être aider les gens. Prochaine diapo. Donc, je pense que qu'est-ce qui est important, là, c'est vraiment d'arrêter le gain de poids. Et ça, c'est vraiment important qu'on parle de tout ça. Et les jeunes et tout, c'est vraiment d'arrêter le gain de poids. On sait que si on commence, mettons, dans la quarantaine, à dire, je vais prendre une livre, c'est pas grave, une livre. J'ai pris une livre cette année, un autre livre l'année d'après, un autre livre l'année d'après. C'est pas grave, mais c'est parce que rendu à 70 ans, ça fait pas mal de livres. Donc, des fois, ça vaut mieux, même si on ne peut pas perdre de poids, c'est de rester stable. Déjà là, c'est vraiment important. Donc, j'encourage les gens, c'est toujours la première chose que je recommande aux gens, c'est oui, ça serait le fun si vous pouvez perdre du poids, mais est-ce qu'on peut arrêter le gain de poids? On peut rester où vous êtes, concentré sur adopter des meilleures habitudes de vie, concentré sur bien manger, concentré sur d'autres choses, diminuer votre taux de gras et puis on va voir par après si jamais vous réussissez à perdre du poids, bien, tant mieux. Prochaine diapo. Donc, les gens me posent souvent la question, est-ce que l'exercice, c'est la clé? Je ne peux pas perdre du poids, je ne peux pas gérer mon poids parce que je ne peux pas faire de l'activité physique. J'ai trop mal aux genoux, j'ai trop mal ici, j'ai trop mal. Moi, c'est mon épaule. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment important de s'assurer que oui, on reste active, mais de ne pas oublier que pour la plupart des gens, la perte de poids commence par les habitudes alimentaires. C'est ça qui va nous donner le plus
d'impact sur la perte de poids, c'est vraiment nos habitudes alimentaires. L'activité physique, ça va nous aider à maintenir, c'est vraiment la clé à maintenir la perte de poids, mais la perte de poids, vraiment, ça commence par les habitudes alimentaires. Donc, s'il vous plaît, très, très, très important, oui, de ne pas utiliser le manque ou la diminution dans votre niveau d'activité physique comme raison de ne pas regarder vos habitudes alimentaires et faire quelques changements. C'est important aussi, quand on parle d'activité physique, d'aller doucement et de peut-être consulter une kinésiologue pour voir. J'en ai souvent des clients qui me disent « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », mais après une consultation avec une kinésiologue, ils sont capables de trouver des activités qu'ils sont capables de faire sans douleur ou la façon de le faire. Et le kinésiologue est capable de bien leur expliquer comment commencer, comment débuter et progresser, donc ça va bien aller. Donc, c'est vraiment important de passer tout de suite à l'action avec les aliments, même si vous n'êtes pas capable de bouger beaucoup, beaucoup. Prochain. Merci, Kim. On va passer peut-être rapidement à la prochaine question. Est-ce qu'il y a alors une diète spécifique que les personnes arthritiques devraient suivre? Prochaine diapo. Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. On peut aller à la prochaine diapo. Oui, c'est vraiment facile. Dans les études, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les gens qui suivent un régime méditerranéen, à savoir une belle influence sur nos marqueurs d'inflammation, donc la protéine C réactive, et ça va avoir une belle influence pour aider les gens qui font de l'arthrite inflammatoire. Donc, si on peut aller à la prochaine diapo. Donc, ici, on voit une cercle, c'est le régime méditerranéen. Normalement, on voit une pyramide, mais j'ai trouvé le cercle un petit peu plus intéressant pour les gens. Entre autres, parce que je trouve que ce qui est au centre du cercle est autant important que ce qui est autour. Et la chose que j'aimerais mentionner rapidement, c'est les deux en haut. On voit les deux plus petits. Ça, c'est les aliments sucrés et la viande rouge. Et ça, c'est les aliments à diminuer notre consommation, qu'on a déjà parlé beaucoup. Dans un régime méditerranéen typique, on peut manger des desserts peut-être une fois par mois. Et la même chose pour la viande rouge, c'est peut-être une fois par mois, max une fois par 15 jours. On mange beaucoup plus de poissons, poulet, les œufs. On mange beaucoup, régulièrement, à tous les jours, au moins 2 portions de produits laitiers, mais typiquement le lait fermenté. Donc, ce sera du fromage, yogourt ou kéfir. Si on continue à tourner, on va voir les produits des grains et les céréales. Donc, on mange beaucoup plus les aliments comme les céréales complets, intégrales. On mange avoine, on mange riz brun, boulgour. Donc, tout ce qui est de blé ou de grains entiers. Et même beaucoup de légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, c'est vraiment régulièrement, c'est consommé tous les jours presque. On voit dans beaucoup de pays de la Méditerranée, on mange les légumineuses comme déjeuner même. Après ça, les bonnes huiles, les huiles santé, donc les noix, les huiles, et même aussi dans le régime méditerranéen, on utilise beaucoup d'épices. Donc, c'est important aussi d'ajouter des épices, des fines herbes pour avoir l'herbe bien fait anti-inflammatoire. Et dernièrement, toujours une bonne portion, donc la moitié de notre assiette, toujours des légumes et des fruits, puis une grande variété de légumes et de fruits. Donc, si on commence avec ça, c'est une bonne base. Prochaine diapo. Je veux juste mentionner rapidement, parce que je sais que
ne reste pas beaucoup de temps. Je veux juste mentionner rapidement que c'est très important aussi de prendre le temps de relaxer, de penser que le stress peut augmenter l'inflammation, le manque d'activité physique peut augmenter l'inflammation, le manque de sommeil peut augmenter l'inflammation et peut contribuer à un gain de poids. Donc, c'est important aussi de garder votre intérieur de votre cercle. Donc, si on peut prendre soin de ces habitudes-là, c'est vraiment important et ça va aussi occasionner qu'on est plus heureux, puis avoir moins besoin de manger nos émotions ou trouver tout notre plaisir dans les aliments, si on a du plaisir un petit peu plus ailleurs. Prochaine diapo. Merci, Kim. Qu'en est-il des aliments avec solanacées? Donc, on parle les aubergines, les tomates, si je ne me trompe pas, sans gluten ou encore des produits laitiers? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit qu'avec toutes ces études-là, même les gens qui pensent que c'est des régimes très intéressants, on a besoin de vraiment admettre que ça peut aider à peu près au maximum de 30% de la population. Donc, si on fait une maladie inflammatoire, c'est vrai qu'on a plus de risques de faire maladie cœliaque, mais quand même, ça n'augmente pas tant que ça. C'est vraiment, donc, pas plus que 30% de la population qui va être atteinte. La même chose pour les solanacées et la même chose pour les produits laitiers. Donc, ça veut dire que 70% des gens qui font de l'arthrite inflammatoire, faire ces changements-là n'aide pas. Donc, c'est important, premièrement, deux choses. Oui, vous pouvez essayer parce que je n'ai aucun test qu'on peut faire pour vraiment vous aider à voir si vous êtes intolérant. Il n'y a pas de test exact. Donc, la seule façon vraiment de savoir, c'est d'essayer. Donc, je ne vous dirai jamais de ne pas essayer. Mais par contre, je pense après un certain temps, on peut dire non, ça ne m'a pas aidé. Et on n'a pas besoin de se culpabiliser parce que ça ne vous a pas aidé. Ce n'est pas votre faute. Même si je voudrais, je ne suis pas intolérante aux noix. Je mange des noix, je n'ai pas d'allergie. C'est peut-être plate, là, mais je ne fais pas d'allergie aux noix. Bon, comme il y a juste seulement 4% de la population qui sont allergiques aux noix, ce n'est pas tout le monde qui est allergique aux noix. Ça se peut que c'est juste 30% des gens qui souffrent ou qui font de l'arthrite qui vont avoir des problèmes avec ces aliments-là. Donc, oui, on peut essayer. On essaie toujours avec un nutritionniste parce qu'un régime sans gluten peut occasionner des carences en certains minéraux, certains nutriments comme le fibre, le zinc. Et ça, c'est des nutriments qui sont associés, quand on en a assez dans notre régime alimentaire, c'est associé avec une diminution dans les marqueurs d'inflammation. Donc, plus qu'on mange du fibre, moins qu'on fait de l'inflammation. Donc, si on enlève le gluten, on enlève beaucoup de fibres et ça peut occasionner plus de problèmes et pas moins de problèmes. On avait aussi une question, est-ce qu'il y avait un type de grain qui était meilleur qu'un autre? Et non, finalement, si on enlève, on a besoin aussi d'arrêter de penser qu'il y a un aliment miracle. C'est important de faire une diversité dans notre alimentation parce que c'est ça qui encourage une diversité dans notre microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment important de manger des différents grains, des différents aliments. Donc, non, comme je dis, il n'y a pas de régime miracle et non, on n'a pas besoin de tout éviter. On commence plutôt par augmenter le poisson et augmenter les légumes et les fruits. On retourne à notre cercle méditerranéen en premier. Prochaine diapo. Je veux juste aussi mentionner qu'une étude assez récente qui est sortie dans 2020
a mentionné que les gens avec arthrite rhumatoïde qui mangeaient beaucoup d'aliments super processés, donc super transformés, c'est eux qui avaient des problèmes, plus de maladies cardiovasculaires. Donc, je pense que c'est vraiment important de diminuer les aliments transformés. Si on peut aller à la prochaine diapo. Donc, si on a de la difficulté à préparer les aliments, oui, on peut prendre des aliments minimalement transformés, donc des légumes déjà coupés, des aliments peut-être légèrement transformés, comme ça, ou mettons une sauce tomate, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, mais qu'on fait la plupart de nos aliments à la maison ou avec quelqu'un qui les fait pour nous, selon nos recommandations, selon nos recettes, pour s'assurer qu'on ne mange pas les aliments super ou très transformés, parce que ça, c'est toujours associé avec plus de problèmes de la santé. Peut-être on peut sauter jusque 2 diapos, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Et prochaine. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on ne veut pas que vous ressentiez que vous êtes dans une prison. On veut que vous aimiez ce que vous mangez une variété d'aliments, que vous adorez ça, que vous avez de la plaisir, mais que vous choisissez des aliments santé. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Je demande toujours, je fais toujours un défi à tout le monde de regarder leur alimentation et de regarder pour des petites choses que vous pouvez faire pour essayer d'améliorer vos habitudes alimentaires. Est-ce qu'on peut commencer par manger le poisson une fois par semaine? Est-ce qu'on peut commencer par manger des noix de temps en temps? Est-ce qu'on peut essayer d'intégrer des olives en quelque part ou l'huile d'olive en quelque part? Qu'est-ce qu'on peut faire pour manger un petit peu plus de légumes? Donc, allez-y doucement, mais essayez d'intégrer des meilleurs, des nutriments qui contiennent beaucoup de valeurs nutritives, des aliments avec beaucoup de valeurs nutritives dans votre alimentation. Merci, Kim. Prochaine diapo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps là, de venir discuter de ça avec nous. C'est très, très passionnant. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions, mais il y a énormément d'autres questions auxquelles on veut répondre. Avant de passer aux questions, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à visiter notre site arthrite.ca et prendre connaissance des ressources que nous avons. Il y a notamment des recettes super intéressantes et des modules d'apprentissage, dont un module s'intitulant « Bien manger » où on parle beaucoup d'alimentation. Alors, Kim, on a reçu énormément de questions. Premièrement, pour en revenir aux poissons, est-ce que dans les fruits de mer, on retrouve les mêmes avantages que de manger un bon poisson? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des alternatives aux poissons pour aller chercher ces nutriments-là? Oui, on peut manger les fruits de mer, effectivement. Peut-être la chose, on est peut-être un petit peu craintif avec les fruits de mer parce que des fois, les gens aiment ça tremper dans beaucoup de beurre. Et là, c'est peut-être moins bon. Mais les fruits de mer en tant que tels, oui, c'est très bien. Donc, oui, on peut tout ce qui sort de l'eau. Ça vient de l'eau, c'est bon. Merci. Et par rapport encore aux poissons, donc, est-ce qu'on doit craindre, par contre, des niveaux de pesticides ou de mercure? Et donc, est-ce qu'il y a comme un maximum de fois par semaine où on doit manger du poisson? Non, vraiment. Ben, qu'est-ce qui est important, c'est de toujours penser plus que le poisson est gros, comme le thon, c'est le plus gros, plus qu'il peut avoir de mercure. Donc, finalement, c'est vraiment le thon qu'on demande peut-être de limiter la quantité de thon qu'on mange. Si on mange les plus petits poissons, ben, ils sont moins infectés. Donc, bonne nouvelle, parce que le hareng et aussi les sardines, c'est des petits poissons. Le maquereau, c'est tous des petits poissons et c'est tous des poissons qui sont recommandés parce que c'est des poissons gras. Donc, super bien de manger, même le saumon. On essaie aussi de trouver des poissons qui sont pêchés dans les pêcheries renouvelables. Là, à ce moment-là,
on est peut-être un petit peu plus sûr que c'est moins de chances d'avoir des problèmes. Aussi, le site Agriculture Québec a une liste de poissons et combien de fois, mettons, si on veut aller dans les lacs dans la région et pêcher, on a des recommandations pour les poissons et les niveaux de toxines sur le site d'Agriculture Québec. Merci. Évidemment, beaucoup de gens aiment certaines huiles, ont entendu les propriétés de certaines huiles. Est-ce que, par exemple, l'huile de coco serait recommandée pour diminuer l'inflammation? L'huile de noix de coco, c'est un gras saturé, donc ce n'est pas recommandé pour diminuer l'inflammation. Typiquement, on suggère que c'est quelque chose, si on le prend dans notre quota ou notre ratio de gras saturé, ça va, mais au-delà, non, ce n'est pas vraiment recommandé. Merci. Qu'est-ce qu'il y en est des épices? Est-ce qu'il y a certaines épices qui seraient avec des propriétés fantastiques? On pense notamment, plusieurs personnes nous parlent, exemple, du curcuma. Est-ce que vous avez vu des propriétés à ça? Oui, le curcuma, c'est très bien. On voit effectivement que ça peut diminuer l'inflammation. Si on voit différents régimes autour du monde, on peut voir qu'on consomme quand même pas mal plus qu'on consomme en Amérique du Nord. Ça peut aller jusqu'à, je pense, jusqu'à 2 grammes par jour. Donc, c'est vraiment beaucoup plus qu'on prend ici. On voit aussi avec la cannelle, ça peut aider à diminuer l'inflammation, le gingembre. Donc, il y a plusieurs épices. Ma première recommandation, parce que jusqu'à date, on n'a pas vraiment des recommandations en termes de quantité spécifique et de dire, OK, tant, c'est au moins commencer à les inclure. Commencez par prendre un thé avec un peu de gingembre dedans. Commence par ça. Commencez par mettre un peu de gingembre sur vos fruits quand vous les mangez ou les mélanger dans vos recettes. Commencez par mettre un peu de cannelle avec vos fruits dans votre griot. Pour en avoir un peu comme ça, ça va aider. Vous avez parlé des suppléments. Est-ce que la glucosamine, par exemple, c'est quelque chose qui est souhaité et qu'on devrait apporter à notre diète? On voit de plus en plus d'études qui suggèrent que la glucosamine, comme ça diminue l'inflammation, ça va aider en général pour les gens qui font de l'inflammation, peu importe la raison, donc arthrite, arthrose, peu importe. La plupart de nos études, par contre, sont faites jusqu'à date, c'était avec l'arthrose au genou. Et on voit une légère amélioration. Typiquement, on demande des gens de prendre à peu près 1500 mg par jour dans 3 doses. Et par contre, comme tout supplément, le glucosamine peut diminuer votre taux de sucre. Donc, si vous prenez des médicaments pour diminuer déjà votre taux de sucre, il faut faire attention avant que vous commencez la glucosamine parce que ça peut diminuer davantage et là, vous pouvez peut-être tomber en hypoglycémie. Donc, c'est vraiment important de vérifier avec votre pharmacien pour s'assurer que la glucosamine et vos médicaments, ça va bien ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure d'éviter certains breuvages qui avaient du sucre. On pense aux boissons gazeuses. Qu'en est-il de l'alcool ou peut-être même du kombucha? Kombucha, ça peut être correct. C'est une façon d'amener des probiotiques, donc les bonnes bactéries, améliorer notre flore intestinale. Donc, ça peut être une bonne chose. Mais oui, c'est un peu sucré. Donc, je pense que ça devient après ça une question peut-être de poids et ou les autres sources de sucre dans votre journée. Si on regarde qu'on suggère de consommer seulement 5 à 10 cuillères à thé de sucre par jour, selon ça, c'est les recommandations. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est oui, si notre kombucha rentre dedans, tant mieux. Mais si on a déjà mangé 2 biscuits puis 5 morceaux de gâteau, c'est peut-être trop aussi, même dans le kombucha.
L'alcool, c'est avec modération et ça peut aussi dépendre de vos médicaments. Donc, encore, le régime méditerranéen, on parle de normalement une consommation de 20, puis là, n'oubliez pas, vous parlez avec une nutritionniste. Hein? Donc, on parle d'une consommation par jour, mais la consommation, c'est à peu près 125 millilitres. Donc, ce n'est pas les grands verres qu'on trouve au restaurant, là, plein de vin. Donc, c'est vraiment important de faire un petit peu attention à ce niveau-là. Mais aussi, ça peut dépendre de vos médicaments. Dépendamment, mettons, si vous prenez des médicaments pour gérer votre taux de sucre ou si vous prenez des médicaments pour la maladie, pour l'hypertension, c'est peut-être mieux, ou d'autres médicaments, c'est peut-être mieux d'éviter. Donc, c'est de vérifier avec votre nutritionniste et votre pharmacien. Merci. Donc, au niveau des sucres, on fait attention. Est-ce que ça veut dire que pour quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, elle doit faire attention et manger peut-être un peu moins de fruits? Les fruits, ça dépend. Premièrement, si votre poids, vous êtes à un poids santé ou un poids, vous êtes à votre meilleur poids, je dirais que non, on continue. C'est vraiment le sucre ajouté qu'on cible présentement. Donc, c'est vraiment le sucre qui vient pas des fruits, des légumes naturellement ou les pains, les céréales naturellement, mais vraiment qu'est-ce qui est ajouté. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les beverages, qu'est-ce qu'on trouve dans les gâteaux, les bonbons, les choses comme ça. Pour les fruits, tant que votre taux de sucre est normal, tant que vous êtes à un poids que vous aimez, on les laisse là. Et peut-être une dernière question pour les personnes qui nous écoutent qui sont véganes ou végétariennes. Est-ce qu'il y aurait des petits trucs à ajouter dans votre présentation? Bien, c'est sûr qu'on a de plus en plus d'informations qui suggèrent que oui, on peut manger, premièrement, que c'est très bien de manger vegan ou végétarienne. Et moi, la chose que je vois dans mon bureau, par contre, c'est que c'est des gens qui souvent ont enlevé des choses, donc enlevé la viande, enlevé plein de choses, et n'ont pas rajouté. Donc, on a besoin de s'assurer que oui, on mange les légumineuses, on a des bonnes sources de protéines dans notre alimentation. On mange des légumineuses, on mange des noix. Et aussi, c'est aller chercher les oméga 3. Donc, on a peut-être besoin d'avoir des suppléments d'oméga 3. Et aussi, on est au courant que souvent, surtout avec les véganes, c'est difficile d'avoir le B12 parce que le B12, ça vient que des produits animaux et la levure nutritionnelle. Et ce n'est pas tout le monde qui mange la levure nutritionnelle. Donc, on a besoin d'aller chercher des suppléments de vitamine B12. Souvent, surtout pour des femmes avant la ménopause, on a besoin de prendre un supplément de fer aussi si on est végétarienne ou végane. Mais c'est surtout au niveau des oméga 3 pour les personnes atteintes de l'arthrite, c'est de prendre un supplément d'oméga 3 parce qu'on les trouve, ou de manger beaucoup d'algues. Parce qu'on peut trouver les oméga 3 dans les algues, donc de s'assurer qu'on inclut les algues dans notre alimentation. Kim, merci énormément. Je pense qu'on pourra avoir des questions toute la soirée. Malheureusement, on va s'arrêter ici. Donc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Kim. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on aimerait savoir vos impressions sur la présentation de ce soir. Vous allez voir apparaître un court sondage à l'écran. On vous invite à cliquer et de nous laisser connaître votre opinion. Donc, la première question qui va apparaître sera à savoir, est-ce que les renseignements qu'on vous a présentés aujourd'hui vous sont utiles? Pour ceux qui n'arriveraient pas à répondre au sondage et qui aimeraient partager des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de la présentation d'ici quelques jours. On apprécie toujours les commentaires, les suggestions. Ça nous aide à créer les webinaires sur des sujets qui vous intéressent finalement. Donc, merci de votre commentaire. Prochaine diapo.
Donc, encore une fois, on remercie nos principaux partenaires, donc Pfizer, Novartis, Bristol Myers Squibb, qui ont rendu cette présentation possible. Prochaine diapo. Et nous vous invitons à soutenir nos efforts et le travail que nous faisons afin de créer des ressources vous aidant et pour bien gérer votre arthrite. Si vous est possible, nous vous invitons aussi à faire un don en visitant arthrite.ca/donner. Prochaine diapo. Donc, voici ce qui conclut cette dernière édition des conversations sur l'arthrite, de bonnes idées pour bien manger. En mon nom, au nom de toute l'équipe de la Société de l'arthrite, merci d'avoir été des nôtres. Profitez de l'été et au plaisir de se revoir en septembre. Et encore une fois, merci beaucoup, Kim Harry, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Bonne soirée à tous.